Je m'appelle Roseline Martin et j'avais 38 ans quand mon père a décidé que ma fille et moi prenions beaucoup trop de place. Il me l'a annoncé dans mon propre jardin, sans même frapper à la porte ni m'appeler au préalable. Il ne m'a pas demandé si mon travail d'ingénieur se passait bien, si j'arrivais enfin à dormir une nuit complète ou comment s'était déroulé le rendez-vous avec l'enseignante de CE2 de ma fille. Il se tenait là, au bord de ma terrasse, comme un homme inspectant une propriété qu'il considérait déjà comme la sienne, accompagné d'une agente immobilière munie d'un porte-bloc et d'un mètre ruban suspendu à son poignet. Ma sœur aînée, Thérèse, traînait près de la baie vitrée tandis que ses jumeaux tournaient en rond sans aucune précaution sur leur draisienne, leurs pneus écrasant les dessins à la craie que ma fille avait passé toute la matinée à tracer sur les dalles de la terrasse. Mon père a pointé du doigt le portique de balançoire et a déclaré d'un ton sec et sans appel que je devais arrêter d'être égoïste car les jumeaux de ma sœur avaient besoin d'un jardin plus grand. L'agente immobilière a hoché la tête en griffonnant quelque chose, comme si cette sentence méritait de figurer sur un formulaire officiel, puis mon père a ajouté qu'il mettrait la maison en vente dès la semaine suivante et que je m'installerais dans le petit studio au-dessus du garage. Mon beau-frère, Kevin, a éclaté de rire, pas d'un rire nerveux ou gêné, mais comme un homme qui reçoit une excellente nouvelle, en balayant le jardin du regard comme s'il était déjà en train de le réorganiser mentalement pour ce qu'il appelait une vraie maison pour une vraie famille. J'ai souri, pas de manière chaleureuse ni aimable, mais juste assez pour empêcher l'instant d'exploser, car ce sourire était un réflexe de survie, une mémoire musculaire. Ma fille Élise se tenait sur la marche arrière, serrant contre elle un flocon de neige en papier qu'elle avait soigneusement découpé pour la fenêtre de la cuisine, ses doigts encore tachés de colle séché. Elle n'a pas pleuré, et c'est ce qui m'a brisé le cœur. Au lieu de cela, elle a plié le flocon lentement en deux et l'a pressé contre sa poitrine comme si elle essayait de le rendre plus petit, comme si c'était elle l'objet encombrant qui prenait trop de place. Ma gorge s'est serrée et mes mains sont devenues glacées car j'avais envie de hurler, de leur ordonner de sortir de mon jardin, de ma vie et de briser ce sentiment de sécurité de mon enfant, mais ma famille m'avait dressé dès mon plus jeune âge à être la personne calme, celle qui répare tout et qui ne fait pas de vagues. J'ai donc souri à nouveau, plus froidement cette fois, tandis que mon père affichait un air satisfait comme s'il venait de conclure une affaire importante. Kevin ricanait et l'agente a demandé si le jeudi convenait pour les photos, ce à quoi mon père a répondu par l'affirmative sans même me regarder. Élise a levé les yeux vers moi, d'un regard vif et prudent, comme un oiseau surveillant le ciel pour déceler un danger, alors j'ai doucement serré son épaule et je lui ai dit d'aller chercher ses chaussures, ce qu'elle a fait en silence sans que mon père ne sourcille. C'était là toute l'injustice, exposée en plein jour, mon enfant était en train d'être effacé pendant que des adultes planifiaient son déplacement comme s'il s'agissait d'un simple problème de stockage. Je travaillais comme ingénieur, un poste avec de longues heures et un salaire stable qui laissait supposer à tout le monde que j'allais bien, mais j'étais aussi veuve depuis que mon mari était décédé 2 ans plus tôt dans un accident de voiture sur une autoroute pluvieuse, sans adieu ni avertissement. Depuis, Élise et moi n'avions plus que nous deux, et bien qu'elle soit adoptée, un détail que mes parents aimaient feindre d'oublier, ils la traitaient comme si elle n'était qu'un membre temporaire de la famille. Dans les photos de famille, on lui demandait souvent de prendre la pose pour la photo au lieu d'être dessus, et lors des anniversaires, elle recevait une carte banale pendant que les jumeaux déchiraient des montagnes de papier cadeau. Ma mère l'appelait « cette gentille petite fille », au lieu d'utiliser son prénom, et mon père aimait dire qu'elle avait de la chance que je l'ai recueillie, comme si elle était un animal errant. Le pire, c'est que je continuais à répondre présente parce que j'étais devenue le portefeuille de la famille bien avant l'arrivée d'Élise. Quand j'ai eu ma première promotion, mon père a eu besoin d'aide pour payer la taxe foncière. Quand Thérèse s'est mariée, mes parents ont eu besoin de moi pour couvrir la caution de la salle, et quand Thérèse a voulu des enfants, il a fallu financer des rendez-vous en clinique de fertilité qu'ils ne pouvaient pas assumer. Je n'appelais pas cela de l'exploitation, mais de la responsabilité, versant quelques centaines d'euros ici et quelques milliers là-bas, sous forme de prêts temporaires qui ne revenaient jamais. Cet été-là, j'ai fini par faire les comptes une nuit et j'ai réalisé que j'avais injecté plus de 20 000 euros dans la vie de mes parents et de ma sœur en moins d'1 an, alors que ma fille était traitée comme une invitée qui avait abusé de l'hospitalité. Ainsi, quand mon père s'est tenu dans mon jardin avec cette agente immobilière pour me dire que je dormirais au-dessus du garage comme une adolescente qui a fait une bêtise, ce n'était pas un acte isolé mais l'aboutissement d'un long schéma de comportement. Il y avait aussi un autre détail qui rendait la scène encore plus hideuse, cette maison n'était pas n'importe laquelle, c'était celle de ma grand-mère, Mamie Ruth.
Elle était la seule à avoir jamais regardé Élise comme si elle était pleinement à sa place, apprenant ses céréales préférées, gardant des feutres justes pour elle et affichant ses dessins sur le réfrigérateur comme s'ils étaient des œuvres d'art. 2 ans plus tôt, Mamie Ruth avait dû entrer en maison de retraite après une mauvaise chute, et mon père s'était empressé de gérer les papiers et l'autorité avec une procuration, officiellement pour l'aider. Il l'avait convaincue de nous laisser vivre ici, Élise et moi, car il ne voulait pas de locataires étrangers, et c'est moi qui payais toutes les charges, qui avais réparé la fuite de la toiture, remplacé le chauffe-eau et entretenu le jardin parce que ma grand-mère l'adorait. Mon père continuait pourtant de l'appeler « la maison de famille », ce qui signifiait en réalité « leur maison ». Cet après-midi-là, les jumeaux de Thérèse ont roulé sur les dessins d'Élise qui représentaient une petite ville avec des routes, des panneaux et 2 silhouettes se tenant la main, légendées « moi et maman ». Les pneus des vélos ont transformé le mot « maman » en une traînée grise, mais Élise n'a rien dit et a simplement posé son flocon en papier sur le comptoir de la cuisine, l'air perdu. J'ai compris à ce moment-là que si je n'arrêtais pas cela, je passerais le reste de ma vie à voir mon enfant apprendre que l'amour était conditionnel et que l'espace vital était quelque chose qu'il fallait mériter. Une fois qu'ils sont partis, j'ai commencé à faire mes cartons discrètement et avec soin, sortant des boîtes du studio au-dessus du garage que mon père voulait m'assigner comme une punition. J'en ai rempli une avec les livres d'Élise, une autre avec les ustensiles de cuisine et une 3e avec sa photo de classe encadrée, sous le regard silencieux de ma fille assise sur le tapis avec son lapin en peluche. Elle m'a demandé d'une voix très douce si elle avait fait quelque chose de mal, et cette question m'a fait l'effet d'un coup sur un bleu déjà douloureux. Je l'ai rassurée en lui disant que non, et quand elle a demandé si nous étions expulsés, je ne lui ai pas menti et lui ai dit que nous ne resterions pas là où nous n'étions pas désirés. Elle a hoché la tête avec une maturité qui ne devrait pas appartenir à une enfant de 8 ans, puis elle est allée dans sa chambre préparer son propre sac à dos, car elle savait déjà comment on s'en va. Vers 22h40, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu et un message court. « Ne pars pas, vérifie la cave, mamie. » Mon cœur s'est mis à battre si fort que je l'entendais dans le silence de la maison car Mamie Ruth n'envoyait jamais de SMS, elle qui détestait les téléphones et disait que les messages ressemblaient à des chuchotements à travers les murs. Si elle avait besoin de moi, elle m'appelait ou attendait mes visites pour parler lentement et délibérément, mais ce message-là semblait urgent et secret. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai écouté la maison trop calme où l'on entendait seulement Élise ouvrir et fermer les tiroirs de sa commode pour terminer ses bagages, une réalisation qui m'a tordu l'estomac. Je suis allée à l'entrée de sa chambre et je l'ai vu plier ses t-shirts avec une précision méticuleuse, son lapin posé à côté d'elle, et je lui ai demandé de rester là un instant pendant que j'allais vérifier quelque chose en bas. J'ai pris la grosse lampe torche dans le tiroir de la cuisine et je me suis dirigée vers la porte de la cave qui a grincé comme à son habitude dans le silence nocturne. Je suis descendue lentement, chaque marche craquant sous mon poids, dans cette cave qui sentait le béton, la poussière et la vieille peinture. Le congélateur ronronnait dans un coin bien qu'il soit vide, car mon père insistait pour qu'il reste branché, au cas où, ce que j'avais toujours trouvé étrange sans jamais oser poser de questions. J'ai remarqué que la peinture sur le mur derrière l'appareil était d'une nuance légèrement différente, et en passant ma main le long de la plinthe, j'ai senti un panneau mal ajusté que j'ai pu retirer facilement. Derrière se cachait une petite cavité contenant une boîte métallique fermée à clé et une épaisse enveloppe entourée de plastique avec mon prénom, Roseline, écrit en cursive soignée, sans mention du reste de la famille. J'ai remonté ces trésors à l'étage comme s'ils étaient en verre, je les ai posés sur la table de la cuisine et j'ai pris une grande inspiration avant de briser le seau de l'enveloppe. La lettre de Mamie Ruth était directe, elle s'excusait car elle savait que mon père essaierait de me prendre la maison malgré son refus, affirmant que ce foyer n'était pas un prix pour celui qui criait le plus fort mais qu'il m'appartenait puisque c'est moi qui l'avais fait vivre et qui avait protégé cette petite fille quand personne d'autre ne s'intéressait à elle. Les larmes ont brouillé ma vue, mais j'ai continué à lire qu'elle avait modifié les termes de la succession et du mandat de protection, et que mon père n'était plus le gérant mais que c'était désormais moi. Elle m'avertissait qu'il essaierait de me bousculer et de m'effrayer, mais qu'il ne fallait pas le laisser faire et qu'il fallait appeler le notaire dont les coordonnées étaient jointes. Elle ajoutait que je devais ouvrir la boîte métallique pour découvrir ce que mon père avait fait de son argent. En ouvrant le dossier sous la lettre, j'ai trouvé les documents légaux, officiels et tamponnés, ainsi qu'un transfert de propriété déjà enregistré. Mon père s'était tenu dans mon jardin avec une agente immobilière alors qu'il n'avait aucun droit légal de vendre cette maison.
Le contenu de la boîte métallique était encore plus accablant, des relevés bancaires montrant des retraits qui ne correspondaient pas aux frais de séjour de ma grand-mère, des chèques encaissés, des virements vers les comptes de mon père et de Thérèse, avec des annotations de Mamie Ruth précisant qu'il lui avait menti sur l'usage de cet argent. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était du vol, un abus de faiblesse commis contre une femme âgée qui faisait confiance à son fils. Tout s'est éclairé d'un coup, l'urgence de la vente, l'embuscade dans le jardin, le plan pour m'évincer, tout cela servait à couvrir les sommes qu'ils avaient détournées. Je suis allée voir Élise qui s'était endormie sur ses couvertures, son sac à dos ouvert à côté du lit et son lapin serré contre son menton, et une clarté froide a remplacé ma colère. Je n'allais pas discuter ni supplier, j'allais simplement poser une limite infranchissable. Le lendemain matin à 8h12, après avoir appelé le notaire qui m'a confirmé que mon père n'avait aucune autorité, j'ai contacté la banque pour bloquer les virements automatiques, supprimer les comptes joints et changer les mots de passe. Au fur et à mesure que les courriels de confirmation arrivaient, je me sentais plus légère, et quand Élise est entrée dans la cuisine et a vu les cartons, je me suis agenouillée pour lui dire que nous ne déménagerions pas et que sa chambre resterait la sienne. Les retombées ne se sont pas fait attendre sous forme d'appels et de messages furieux de mon père demandant pourquoi les virements ne passaient plus, auxquels j'ai répondu une seule fois que je ne financerais plus une famille qui traitait mon enfant comme un néant. À 14h15, ils ont débarqué sans prévenir, mon père en tête, suivi de Thérèse et Kevin, pensant que j'avais retrouvé la raison en voyant les cartons. Quand j'ai annoncé calmement qu'ils ne pouvaient pas vendre la maison car Mamie Ruth avait changé la succession et que j'en étais désormais la seule responsable, leurs visages se sont décomposés. Thérèse a murmuré que c'était impossible tandis que Kevin répétait qu'une vraie famille avait besoin d'espace. C'est à ce moment qu'Élise est apparue derrière moi, pieds nus avec son lapin à la main, et quand Kevin lui a lancé qu'elle aurait bientôt un petit studio sympa, j'ai simplement reculé et fermé la porte à clé. Élise m'a demandé s'ils étaient fâchés et si nous allions bien, et je lui ai dit la vérité, oui, ils sont en colère, mais nous allons bien. Je suis restée appuyée contre la porte longtemps après que leurs cris se soient estompés, savourant pour la première fois le fait de ne pas m'être justifiée ni d'avoir négocié mes propres limites pour leur plaire, j'avais simplement dit non. Élise se tenait à mes côtés, scrutant mon visage plutôt que la porte, et quand je lui ai dit qu'ils étaient partis, elle a simplement hoché la tête avec une acceptation tranquille, comme si elle savait déjà que les adultes pouvaient être bruyants et avoir tort. Le reste de l'après-midi a baigné dans un silence fragile mais intact, et j'ai rangé les cartons dans la chambre d'amis plutôt que dans le garage pendant qu'Élise replaçait ses livres sur ses étagères, reprenant possession de son territoire. Mon téléphone ne cessait de s'allumer, mais j'ai attendu la nuit pour écouter les messages, ma mère en pleurs disant que la famille ne devrait pas se traiter comme des étrangers, ma sœur oscillant entre colère et tremblement sans jamais prononcer le prénom de ma fille, et enfin mon père m'accusant de l'avoir humiliée et de détruire la famille. J'ai tout enregistré, non par vengeance, mais comme preuve documentaire. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse où le notaire a révoqué officiellement l'autorité de mon père et la banque a lancé un examen des retraits frauduleux. Mamie Ruth m'a désignée comme sa seule référente à la maison de retraite, et quand mon père s'y est rendu 2 jours plus tard pour essayer de charmer le personnel, il est tombé sur elle dans la salle commune. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a déclaré assez fort pour que tout le monde l'entende qu'elle savait ce qu'il avait fait, le forçant à partir sans un mot. Thérèse est venue ensuite en pleurant pour essayer d'embrasser mamie, mais celle-ci est restée de marbre en lui disant qu'elle voulait la maison mais pas les gens qui vivaient dedans. Kevin n'est jamais réapparu, et quand l'argent a cessé de couler, leur situation s'est effondrée plus vite que prévu. Thérèse m'a appelé pour me dire qu'ils allaient perdre leur location et m'accuser de laisser souffrir ses enfants, mais j'ai simplement répondu que je n'étais pas sa banque de secours avant de raccrocher. Mon père a tenté de venir à mon travail, mais la sécurité l'a escorté vers la sortie, et je n'ai ressenti aucune victoire, juste le sentiment que c'était enfin fini. Au fil des semaines, Élise a changé de manière subtile, elle ne sursautait plus quand mon téléphone vibrait et elle a recommencé à scotcher ses dessins sur le frigo sans rien demander à personne. Un après-midi, nous avons repeint ensemble le nichoir à oiseaux du jardin avec un toit violet et des côtés jaunes ornés d'un cœur un peu de travers, et elle a déclaré avec assurance que celui-là resterait. Au printemps suivant, alors que nous plantions un jeune érable, elle a répété que cet arbre aussi resterait. À Noël, il n'y a eu ni invitation ni excuse, seulement un silence qui était en soi le plus beau des cadeaux. Nous avons décoré notre propre sapin et Mamie Ruth est venue nous voir,
plus souriante que je ne l'avais vue depuis des années malgré son déambulateur. Le matin de Noël, Élise a ouvert un carnet de croquis et des feutres neufs comme s'il s'agissait d'un trésor et a dessiné notre maison, notre jardin, l'érable et 3 silhouettes se tenant la main, moi, elle et Mamie Ruth. Elle a scotché le dessin elle-même sur le réfrigérateur, sans crainte et sans demander la permission, et c'est à ce moment-là que j'ai su que justice était faite, non par la vengeance, mais par le simple fait que mon enfant se tenait debout dans sa propre maison, sachant qu'elle n'avait plus jamais à gagner sa place ni à préparer ses bagages au milieu de la nuit.